Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec une actualité fournie que nous allons commenter. Évidemment, la mort de Bernard Tapie, la condamnation d'un ancien président de la République, la montée d'Éric Zemmour dans les sondages, ce qui place peut-être l'extrême droite, si on l'ajoute à Marine Le Pen, à 31%, l'incapacité de la droite à se trouver un candidat, et le tout sur un paysage français qui semble divisé en deux parties. D'un côté, la France urbaine, de l'autre côté, la France périphérique. Donc des sujets passionnants. Et pour en parler, deux étudiants. Salomé Trélu, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant à Sciences Po Saint-Germain. Nelson Gaspard, bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'UVSQ, vous dirigez l'UNI. Hein, c'est ça. À l'UVSQ. Et puis deux engagés politiques. Pierre Luce, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de LREM dans les Yvelines. Et Quentin Desmaires, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal à Guyancourt et vous êtes membre du PCF. Et j'en profite pour rajouter, je suis aussi étudiant. Donc Et vous êtes aussi étudiant, absolument, oui. Oui, ça fait 3 étudiants, c'est très bien. Alors, quand il y a des étudiants, il faut un prof. Donc, il y a Vincent Couronne qui est là. Mais enfin, il sera très indulgent avec vous. Hein. Il ne va pas vous noter. Bonjour, Vincent. Bonjour, vous êtes Patrick. le fondateur des Surligneurs. Vous êtes enseignant, vous êtes journaliste. Et vous publiez avec les Surligneurs, d'ailleurs, un livre sur la religion et la politique dont nous parlerons la semaine prochaine. On va consacrer une émission à ce sujet la semaine prochaine. Et puis Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes éditeur, vous êtes le président et fondateur des excellentes éditions Lajoigny, consacrées le plus souvent au polar, mais pas que. Essentiellement, tout à fait. Essentiellement. Alors, on va commencer par cette actualité, la mort de Bernard Tapie. Je vais commencer peut-être par les plus jeunes d'entre vous, si je peux dire. Ça vous évoque quoi, Bernard Tapie? C'était un nom qui vous était familier? Salomé? Oui, c'est un nom qui m'était assez familier, mais aussi parce que je l'ai vu dans le cadre de Sciences Po. On a étudié un peu la privatisation des fonctions régaliennes, et c'est vrai qu'on a pas mal penché sur l'affaire Tapie, donc je l'avais vu un peu par ce biais-là. Sur l'affaire Tapie, contre le Crédit Lyonnais notamment? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, Nelson? évidemment, Bernard Tapie, ça m'évoque quelque chose. Alors, il faut savoir que quand je prends une personne pour exemple, je garde ce qui a de positif pour le prendre en exemple et que je retire le reste. D'accord. Ce que je retiendrai de positif, du moins de Bernard Tapie, au-delà de tout le négatif, c'est la diversité des engagements. Il a été artiste, il a été politique, d'ailleurs politique, et on a souvent essayé de lui mettre un plafond de verre. Sport, il a été entrepreneur sous plusieurs casquettes. Il a toujours été passionné par ce qu'il faisait, il s'est toujours dépassé et il a toujours résisté à l'échec. Donc, aujourd'hui, moi, je prends en considération cette résistance à l'échec, voilà, cette faculté de rebondir. Cette résilience. Et Pierre Luce? Je pense qu'il faut savoir prendre les personnes dans leur tout, avec leurs qualités, leurs défauts, les défauts de leurs qualités. Moi, je retiendrai surtout de Bernard Tapie l'intensité de ses combats durant sa vie, ses combats politiques, ses combats sportifs, et évidemment son dernier combat aussi. Et son dernier combat contre la maladie, évidemment. Quentin? Tout d'abord, pour ma génération, Bernard Tapie, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup marqué notre génération, finalement. C'est quelqu'un beaucoup des années 80-90. Et finalement, pour nous, il n'a pas représenté forcément grand-chose. Oui, c'est-à-dire qu'il a été écarté, au fond, de la politique après les années 95. Son homme, c'est quand il se présente aux Européennes, soutenu par Mitterrand pour contrer la candidature de Michel Rocard, en réalité. C'est ça. Et c'est vrai qu'après, il a disparu de la politique. Et je retiendrai quand même 2 choses importantes chez lui. Donc pareil, en écartant aussi tous les mauvais côtés de M. Tapie. Le bon côté de l'origine populaire, qu'il n'a jamais oublié. C'est de ce lien avec la France du bas, on pourrait dire. Et aussi un combat extrêmement clair, des positions extrêmement claires contre le FN et contre l'extrême droite, qui est un combat qui reste admirable et important dans notre période. Et c'était, oui, une façon d'ailleurs assez originale de lutter contre l'extrême droite. C'était pas sur le plan moral, au fond, ce qu'a fait beaucoup la gauche, c'était dans le même combat. C'est-à-dire le débat Le Pen-Tapie, c'était un combat de mecs, quoi. Jean-Charles Lajoigny? Écoutez, oui, je veux bien me joindre à ce concert de louanges
oublier la Non, la louange part pas, non, d'ombre non, du mais personnage. dites ce Oublier que la vous part voulez. d'ombre du personnage. Après, ce qui m'amuse un peu, c'est quand on parle de ce combat contre le Front National, je veux dire, c'est un des combats qu'il a perdu. Enfin, je veux dire, parce que très honnêtement, lui et Mitterrand, ils n'ont fait que faire monter le Front National. Donc, voilà, je ne vois pas trop ce qu'on peut. Il n'y a pas de gloire à tapis contre le Front National. Non, c'est une sorte d'artifice. Enfin, je veux dire, ça faisait de l'audience, c'était très bien. Ça a servi le président Mitterrand. On regarde les chiffres avant Mitterrand et après, on regarde les chiffres avant Tapie et après, le Front National n'a fait que grimper. Donc voilà, ce bilan-là, il a fait plein d'autres choses très bien, il a fait plein d'autres choses moins bien, mais qu'on arrête de nous parler de cette lutte soi-disant contre le Front National. Enfin, Non, mais c'est- on peut pas lui retirer que ça a été une lutte constante et qu'il a même mené sur le terrain dans les Bouches-du-Rhône, où le Front National était très puissant et qu'il a peut-être réussi aussi à le faire reculer dans ce département, en tout cas. Vincent Oui, Couronne. peut-être. Pardon. Peut-être, mais Oui, Vincent. moi je me joins à toutes à toutes ces louanges, à toutes ces reconnaissances qu'il y a à l'égard de Bernard Tapie. J'en rajouterai une, peut-être avec un petit peu de sarcasme, mais c'est gentil, hein, à l'égard de Bernard Tapie, c'est que en tant qu'enseignant et quand on enseigne notamment le droit constitutionnel à des étudiants de première année, Bernard Tapie nous a permis aussi de faire évoluer l'enseignement et de trouver une illustration intéressante sur la responsabilité pénale des ministres et du chef de l'État, notamment dans l'affaire du Crédit Lyonnais, où il y avait des imbrications entre Christine Lagarde, Nicolas Sarkozy, etc. Et donc là-dessus, c'était quand même assez sympathique de pouvoir avoir une illustration. Mais je retiens, moi, parce que c'est aussi une question générationnelle, le duo qu'il a fait avec Doc Gineco, parce que Bernard Tapie a été certes ministre de la Ville, dirigeant de l'OM, etc., mais aussi rappeur. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. C'est peut-être ça qui touche aussi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Nelson, c'est-à-dire cette multiplicité d'activités, cette multiplicité de vie, au fond. Et c'est peut-être ça aussi qui touche un peu les Français. Et puis, c'est vrai qu'on s'abat, on respecte toujours ce combat, comme vous disiez, face à la maladie, où il s'est montré extrêmement courageux, je crois. Maintenant, après, c'est vrai c'est quelqu'un qui a tout connu. Il a connu les ministères et la prison. Il a connu la réussite et les échecs. Enfin, donc c'est une vie probablement un peu romanesque aussi. Et c'est vrai que là, pour l'instant, on est dans l'éloge absolu. Et vous avez raison, Jean-Charles. Il y a peut-être aussi des côtés plus sombres ou plus ombrageux sur lesquels on pourra revenir, mais peut-être un peu plus tard. Là-dessus, vous voulez ajouter quelque chose, Pierre? Non? C'est pas la peine. Alors, on va passer peut-être au premier sujet. On va aborder la politique dans quelques instants, mais il y a un livre intéressant de Jérôme Fourquet et de Jean-Laurent Cassedy qui s'appelle « La France sous nos yeux », qui dresse un portrait de la France d'aujourd'hui. Et on va en parler quelques instants. Donc, quel est ce nouveau paysage français ? Donc ce livre s'appelle « La France sous nos yeux », c'est publié au Seuil, et on peut remarquer plusieurs phénomènes. Le premier, c'est peut-être le passage d'une économie de production à une économie de consommation. Et il y a un chiffre, moi, qui m'a frappé dans ce livre, il y avait en 1980, je crois, 310 intermarchés. Il y en a 1830 aujourd'hui. C'est vrai que ce paysage rythmé par les grandes surfaces, ça a beaucoup changé, non, Pierre? Ça a beaucoup évolué, évidemment. Ça avait déjà évolué dès les années 60, avec les premiers hypermarchés. La question qui se pose, c'est d'où vient cette consommation, enfin, d'où vient le produit de cette consommation, où sont fabriqués nos biens du quotidien, vrai, oui. nos voitures, nos matériaux de construction. On en parle assez peu en termes de consommation, mais ça représente une part importante de la consommation, c'est tous les matériaux de construction. Toutes ces choses-là dont on dépend maintenant, à plus d'un titre. La vraie question, c'est d'où viennent-ils? Qui sont vendus dans des grandes surfaces, dans des petits commerces, sur Internet principalement aussi maintenant. Et j'ai envie de dire, l'important, c'est qu'ils soient vendus en France, par des sociétés qui payent leurs impôts en France. Et l'idéal, ce serait qu'ils soient plus produits en France. Plus produits en France. Et c'est vrai que le thème de la relocalisation
va être un thème important d'ailleurs des présidentielles probablement, hein, de la production française, de relancer la production française, de consommer plus proche de chez nous, des produits si possible fabriqués en France. C'est vrai que ça va être un des thèmes de la présidentielle. Hein. C'est un des thèmes centraux du plan de relance lancé par le gouvernement l'an dernier, Ouais. et qui déjà porte ses fruits, puisque un peu partout en France, des emplacements tout prêts pour recevoir des usines, des lieux de production, ont déjà été préparés, et les premiers dossiers ont été acceptés. Les premières usines commencent à se réinstaller en France, parfois à des endroits qui ont été sérieusement touchés par les différentes crises économiques et les délocalisations par le passé. Dans le passé. Sur ce portrait comme ça de la France, Quentin Demers, comment vous la voyez la France là aujourd'hui? C'est vrai que vous êtes par exemple engagé au Parti communiste. La tradition du Parti communiste, c'est d'être fondé sur la lutte des classes. On a l'impression que cette lutte des classes est en train d'évoluer justement. Et il y a une des grandes coupures que relève Fourquet et son co-auteur Casely, c'est la coupure entre la France urbaine et ce qu'on appelle la France périurbaine, périphérique. Je parlais des supermarchés, c'est la France un peu des supermarchés. Cette logique de la lutte des classes, vous la voyez quand même toujours présente, vous ? On admet tout à fait qu'il y a plusieurs fractures dans le pays et qu'il n'y a pas forcément que la lutte des classes, mais pour autant, oui, il y a une lutte des classes qui continue. Alors c'est sûr qu'elle est moins visible qu'avant, à une époque où tout le monde était habillé en bleu pour aller à l'usine par exemple, où la maison du patron était en face de l'usine, c'est très clair de voir la lutte des classes où elle était. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est très mondialisé, où les entreprises appartiennent à des groupes internationaux, on ne voit plus son patron, on ne sait plus qui dirige son patron. Et même son patron, le PDG, est devenu un salarié, un peu comme les autres finalement, qui est dirigé par les actionnaires. Et oui. Donc au final, les actionnaires... Oui, le pouvoir un peu ailleurs, oui, c'est vrai. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a divisé le monde du travail, qui fait qu'avant on avait une même entreprise, 1000 personnes qui travaillaient au même endroit. Maintenant ils sont tous divisés chacun dans des petits endroits. On a eu l'augmentation du chômage avec donc une délocalisation de beaucoup d'activités. Donc elle est encore là, cette lutte-là. Et on voit encore aujourd'hui, l'écrasante majorité des Français gagnent leur vie par leur travail, et il y a toujours une minorité qui gagne beaucoup sur le capital. Et le capital continue à donner plus d'argent que le travail, et même avec les mesures du gouvernement, à chaque fois, c'est toujours le capital qui donne plus que le travail. On voit aujourd'hui aussi avec l'augmentation des prix de l'énergie, on voit avec la crise sur les salaires. Cette lutte, elle est encore là, elle est encore d'actualité, et c'est pour ça que oui, je pense que... Il faut continuer à faire bouger le curseur. C'est pas la seule lutte, mais c'est une coupure qui existe encore. Et on rappelle juste très rapidement sur le partage travail-capital, encore une fois. Dans les années 80, on est à 70-30%, donc 70% de la richesse va au travail, 30% va au capital. Aujourd'hui, on est plus vers 60-40, donc on a perdu 10% du PIB qui allait avant à ceux qui travaillaient, qui maintenant va à ceux qui profitent parce qu'ils sont propriétaires. Et donc là, il y a un vrai enjeu pour moi de redistribuer ça. Et même, comme disent certains, assécher le capital pour que ceux qui travaillent et qui suent de leur front puissent vivre bien et dignement. Ça nous mettrait lui sur cette France d'aujourd'hui dans laquelle vous vivez, après tout. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a une mutation de l'économie en général et de nos façons de consommer, de nos façons de produire. Il y a aussi une mutation des classes sociales. Et on voit que la crise sanitaire a vraiment relancé tous les débats autour de la France future. Quoi faire avec cette France? Et on voit que ça a vraiment galvanisé d'un côté les classes moyennes et de l'autre les classes plutôt aisées. Donc à voir ce que les futurs candidats à la présidentielle vont proposer justement pour renouveler et la France économique et la France sociale. Vous avez l'impression qu'on oublie peut-être un peu les classes les plus défavorisées? Peut-être, oui. Hein? Notamment pendant cette crise sanitaire. Enfin, c'est mon point de vue, je n'ai pas spécialement étudié la question, mais j'ai l'impression que les pauvres sont plus pauvres qu'avant encore. Nelson Gaspard. Alors j'ai entendu parler du plan de relance, ça me fait beaucoup rire personnellement, parce que le plan de relance, alors par l'Union Européenne, on Vous êtes reçoit... le premier qui rit après un plan de relance. Je suis le premier qui rit après un plan de relance, mais lorsqu'on donne pratiquement 80 milliards d'euros à l'Union Européenne, on en reçoit à peine 40, dont les dépenses sont conditionnées à certains secteurs. J'ai plus observé personnellement pendant la crise Covid des petits restaurants, de petits propriétaires qui fermaient et des grands groupes qui rachetaient ces emplacements parce que les emplacements coûtaient moins cher, parce qu'on était en pleine crise économique. C'est plutôt le phénomène que j'ai observé. Et justement, les intermarchés sont très révélateurs de tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que tous les petits propriétaires, tous les petits chefs d'entreprise se font petit à petit rachetés par le grand capital qui se développe
Donc moins de localisme, moins d'impôts payés en France également pour certaines plateformes en ligne ou pour certaines entreprises, certains GAFAM, et moins de localisme, donc moins de produits français consommés. Donc les agriculteurs français sont en grande difficulté. Donc on va citer cet exemple, un agriculteur sur 2 qui gagne moins de 400 € par mois en France aujourd'hui. Et si vous êtes membre de LR, hein? Je suis membre de LR, Voilà. j'ai ma Donc, carte en tout cas. Je suis ravi qu'il y ait un membre de LR qui parle du grand capital. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu parler. Vincent Couronne, peut-être une réponse sur l'Europe et le plan de relance européen pour remettre les choses au point. Oui, moi je suis toujours assez étonné que on fasse aussi rapidement des calculs sur ce que la France donne à l'Union européenne et ce qu'elle reçoit en subvention. En réalité, c'est pas du tout comme ça qu'il faut calculer en fait ce que la France donne ou reçoit de l'Union européenne. La France verse effectivement au budget de l'Union européenne plus que ce qu'elle reçoit en subvention, mais combien la France reçoit-elle chaque année grâce à son appartenance au marché intérieur, la croissance qui est générée grâce à tout cela. Et c'est très bien calculé. Aujourd'hui, on considère que c'est à peu près 4 ou 5 fois plus que ce qu'elle donne au budget de l'Union européenne. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire un calcul purement budgétaire là-dessus. Il y a aussi un calcul économique beaucoup plus large. Et puis, pardon, ouais. je vous interromps une seconde, mais il faudra peut-être un jour considérer que l'Europe, c'est aussi une solidarité entre les pays qui la composent. Oui, disons que là, on le voit très bien pour la crise sanitaire. C'est-à-dire que ce plan de relance, il n'aurait pas pu être fait si son remboursement ne reposait pas sur l'impôt. C'est-à-dire que ces 750 milliards d'euros que l'on a, que l'Union européenne est en train d'emprunter, la France en a déjà reçu 5 milliards, elle recevra un nouveau 5 milliards dans quelques jours, elle recevra au total 40 milliards. Eh bien, tout ça va être remboursé par un impôt européen qui sera payé essentiellement par les entreprises non européennes qui importent dans l'Union européenne des produits qui ne respectent pas nos normes environnementales, sociales, etc. Donc c'est ça en fait aussi, c'est cette solidarité européenne qui fait qu'on arrive à redistribuer cet argent sur l'ensemble du territoire. Et que serait en fait la richesse de la France s'il y avait une Italie qui était au bord de la faillite ou une Pologne pauvre? C'est ça aussi la solidarité européenne. Voilà, je pense que c'était important de répondre à ce que vous disiez. Jean-Charles Lajoigny, peut-être sur cette France. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la France des Gilets jaunes, qui était la France de la périphérie, qu'on a vu s'exprimer pendant toutes ces manifestations, ces mouvements, qui est assez structurante. Et si on regarde au fond, si on suit un peu ce que disent Fourquet et Casny, entre cette France urbaine et cette France périphérique, on a un peu la coupure Macron-Le Pen, qui est quand même assez structurante. Oui, c'est peut-être un peu réducteur comme analyse. Et puis, je pense qu'il serait quand même temps d'arrêter de toujours parler du Front National et de Le Pen comme une sorte de marqueur qui serait qui couperait la France en deux. Heureusement, la France n'est pas coupée en deux, 50-50, et 50% pour le Front National. Donc il faut arrêter. On peut être gilet jaune et avoir d'autres sensibilités politiques que le Front National. Je n'ai pas du tout une passion pour les gilets jaunes, vous me connaissez, mais de là, tous les traités de suppôt du Front National, ça serait probablement exagéré. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais... Comment ? C'est pas ce que j'ai dit. Je dis que cette coupure a l'air assez structurante. Oui. Entre deux France, quand même. Il y a bien évidemment une coupure, mais franchement, je veux dire, puisqu'on parle un petit peu des Gilets jaunes, est-ce qu'il n'est pas plus agréable de vivre un peu à l'écart d'une grande ville, dans un pavillon qu'ils ont eux-mêmes choisi, entouré d'un petit jardinet, que d'habiter dans une cité à problème? Alors voilà, je veux dire, on ne peut pas toujours se plaindre. La majorité des gens ont quand même choisi cet exil et après ils s'aperçoivent que bah oui, l'essence c'est cher, etc. Donc voilà, c'est pas ça. Mais pourquoi je dis ça? Parce que j'en reviens à votre question du début sur cette France bourrée de supermarchés, etc. Et là, il y a aussi, j'allais dire, au-delà de toute la politique, une recherche du consommateur qui devrait un petit peu faire attention avant de perpétuellement râler contre tout. Je veux dire, les petits commerces existent, ils ont fait beaucoup d'efforts, on peut y aller. Les choses fabriquées en France, on peut les acheter, c'est un peu plus cher, mais on peut en acheter un petit peu moins, etc. On peut consommer raisonnablement et de temps en temps consommer français. Et puis enfin, et je termine juste là-dessus,
Il faut arrêter cette espèce de niaiserie permanente qui consistera à dire il faut tout relocaliser. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on ne saura pas faire, et tant mieux. On sait faire des sous-marins, on a un petit peu de mal à les vendre, mais faisons ça. Les masques, on ne sait pas les faire, et quand on les fait trop cher. Donc laissons tomber les masques, que les Tunisiens et les Chinois fassent des masques, ils les font à bas coût et on en profite. C'est idiot de se battre là-dessus. Je veux dire, battons-nous sur ce qu'on sait faire et arrêtons de vouloir s'isoler comme des fous. Il est aussi très bien que des pays puissent vivre et que des pays puissent avoir du travail. Ça ne me choque pas du tout. Après, aux consommateurs de choisir et voilà. Maintenant, je pense qu'autour de la table, on a beaucoup de jeunes qui sont tous sûrement venus en basket. J'imagine que toutes leurs baskets viennent de Chine. Voilà. Est-ce que là, on est dans un certain illogisme de cette génération qui passe son temps à un peu nous donner des leçons et puis qui passe son temps connecté sur des Je vous ordinateurs. signale que les baskets de Salomé ne viennent pas de Chine. Oui, On a Pas fait des un- baskets non plus. Hein Ce ne sont pas des Et baskets ce ne sont non pas plus. des baskets non plus. Donc déjà, Ouais, on a une première réponse. La semaine Si je peux dernière, rebondir là-dessus la semaine pendant dernière, deux c'était secondes. des Rapidement, alors. C'est découvertes. les arguments des années 60 qu'on entendait et qui ont conduit à ce qu'il n'y ait plus d'industrie en France aujourd'hui. Les pays les plus pauvres, comme la Chine, produiront la petite production, pendant que nous, on produira les grandes technologies qu'on vendra des milliards ensuite. On voit ce que la Chine Donc, ça devient nous a aujourd'hui, mené. on voit ce que la France devient aujourd'hui également. Mais peut-être que c'est vrai qu'il y a peut-être des secteurs sur lesquels on est meilleur, d'autres où on est moins bon. Pierre-Luc, alors rapidement, parce qu'on va passer mais justement sur cette coupure de la... On dit beaucoup que LREM, c'est le parti de la France urbaine, le parti de ceux qui réussissent, au fond. Ça, c'est l'interprétation que certains ont Oui. voulu faire. Emmanuel Macron, depuis 2016, porte un projet d'émancipation. C'est un projet qui vise à faire en sorte que chacun puisse avoir la vie qu'il cherche, qu'il soit dans la ruralité, qu'il soit en ville. Et quand on travaille sur une réforme des retraites qui permettrait une répartition plus juste des retraites, une retraite minimale pour les agriculteurs, on parlait des agriculteurs tout à l'heure, on peut déplorer leur situation actuelle, mais on peut aussi faire en sorte qu'elle s'améliore. Et c'est ce qu'on fait depuis 5 ans pour améliorer la situation de tout le monde, que ce soit les personnes en ville, les personnes à la campagne, quelle que soit leur profession. On ne va pas sélectionner un tel ou un tel et Non, je sais bien. pour les valoriser. Vous ne sélectionnez pas, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a une France qui se reconnaît un peu plus dans Emmanuel Macron, qui est une France un peu, probablement la France qui réussit. Je ne partage pas votre point de vue parce que c'est aussi ce qu'on essaye, la petite musique politique qu'on essaye de mettre en place. Sous prétexte que Emmanuel Macron est un énarque, ancien banquier, on a voulu construire une image de président dédié à la Startup Nation. Oui, président des riches, oui. Alors que factuellement, quand on regarde la politique qui a été menée depuis 5 ans, oui, la France urbaine en a bénéficié. Mais la France de la ruralité aussi. Vous prenez la taxe d'habitation. La taxe d'habitation est un impôt quand même relativement injustement réparti sur le territoire. Et aujourd'hui, 80% de la population, y compris la population rurale, paye moins de taxes d'habitation, ou n'en paye plus pour 80%. Donc c'est Quentin Demet. Oui, quand même, sur ça, je suis quand même un peu étonné. Je rappelle que l'une des toutes premières mesures prises par Macron, c'est la suppression de l'ISF, ce qui n'est quand même pas le meilleur message envoyé. On vit quand même depuis le début du quinquennat la suppression de services publics au niveau local, des postes qui ferment, et des lits. Effectivement, c'est faux. Les maisons de service public, il y en a 5000 qui ont été ouvertes depuis 2017. C'est justement le retour du service public au plus près de Quand on lit la presse locale, mes parents habitent dans un village de batailles 350 locales. habitants où en 2017, il n'y avait plus que la mairie et une épicerie. La mairie, elle fait poste, elle fait relais de tout un tas de services publics. C'est même pas vraiment une maison France Service encore, mais il y a une maison France Service qui est ouverte à proximité. On a réouvert 5000 lieux d'accueil pour le public. Ce n'est pas des lieux où il y a une borne numérique où on laisse les gens se débrouiller alors qu'ils ne savent pas forcément s'en servir parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. C'est un lieu dans lequel il y a des êtres humains qui accueillent les personnes,
qui, jusqu'à maintenant, devaient faire 10, 15, 20, 25 km pour accéder à des services publics. Donc, qu'on ne me dise pas qu'on les abandonne. Combien de postes supprimés dans la presse, j'ai lu il n'y a pas si longtemps, il parle de plusieurs milliers de postes supprimés depuis le début du quinquennat dans l'éducation nationale. Combien de lits supprimés? On parle aussi, il y a eu encore un scandale dit par Le Monde de lits supprimés. Il y a quand même des messages qui sont envoyés. Moi, j'entends le discours, mais après, quand on va dans les territoires, alors peut-être qu'il y a des territoires qui sont plus épargnés que d'autres. Dans les territoires, moi, je vois aussi, je suis en contact avec beaucoup d'élus qui me disent combien ils doivent se battre pour garder leur poste, pour garder leurs choses. Alors on essaie de rassembler comme on peut pour sauver les meubles avec un tabac qui va faire la poste et autres. C'est pas forcément la meilleure solution. Et ça montre en fait un seul message, c'est que l'État finalement se désengage des territoires, il laisse mourir les territoires. Après on peut pas s'étonner que des gens qui ont acheté un pavillon, c'est vrai, parce qu'aussi il y avait la France des propriétaires, il y avait le seul moyen de devenir propriétaire, c'était d'acheter loin. Et en même temps on leur ferme tout après. Ils sont obligés d'avoir leur voiture, on leur tape dessus sur le prix du carburant. C'est ce qui a provoqué le mouvement des Gilets jaunes. C'est quand même l'impression d'être à un moment donné et d'être un petit peu vu, d'avoir fait les mauvais choix, mais qui étaient incités par l'État à l'époque. Alors, vous voulez répondre Non, mais parler des lits à l'hôpital. Les lits à l'hôpital, c'est le contre-exemple parfait. Une grande partie des lieux de soins qui ferment le font par manque de personnel médical pour servir ces lits. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 lits si vous n'avez pas de médecin pour soigner les personnes qui sont dedans. Et ça, c'est l'exemple parfait des résultats de dizaines d'années de politique de santé qui n'a pas permis d'avoir suffisamment de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants pour soigner les gens. Oui, à un moment, il faut fermer des lits, parce que vous n'avez pas de médecin, simplement. Donc, qu'est-ce que le gouvernement et qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a fait? Dès le début de son quinquennat, il a débloqué les verrous qui vont permettre, mais forcément c'est assez long, d'avoir plus de médecins. Et donc qui permettront d'avoir des lits mieux aussi à des meilleurs endroits. La population s'est déplacée. On n'a pas du tout la même répartition de la population sur le territoire. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes répartitions des lits aux mêmes endroits. C'est comme pour les écoles. Le nombre d'élèves à l'école, grosso modo, a diminué et diminue. Donc on ne peut pas garder autant d'écoles que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Alors le problème, c'est toujours, il y a forcément un effet de seuil, notamment dans les villages, quand vous avez 2, 3 classes. À un moment, vous avez 3 classes, le nombre d'élèves diminue. Quand vous allez supprimer une classe, vous vous retrouvez avec des classes surpeuplées. Et donc là, après, c'est du cas par cas. C'est problématique par problématique. On regarde, c'est pour ça que des fois, il y a des classes qui se mobilisent, des écoles qui se mobilisent contre la fermeture d'une classe. Et ça permet d'attirer l'attention au service de l'éducation nationale, de mieux faire attention à cet emplacement, de regarder, de faire du cas par cas. On ne peut pas faire une politique globale, on ne peut pas dire, allez, on augmente de 10% le nombre de classes sans se poser la question de où on les met et quels élèves on met dedans. On va pas... Une question qui n'est jamais citée, c'est la rémunération des agents. Le collège à côté de chez moi, par exemple, différents profs qui manquent, et je pense que s'ils manquent, c'est notamment dû à des rémunérations trop faibles, qui fait que ça n'incite pas les gens à... Qui ont augmenté pendant le quinquennat. Oui, pas forcément assez pour rattraper... s'il manque, vous voulez dire s'ils ne viennent pas travailler? S'il manque des infirmières, s'il manque des profs, c'est que les métiers n'attirent pas, et c'est notamment la question de la rémunération qui est essentielle. On va passer à la politique, on avait commencé à en parler, et on va commencer avec la condamnation évidemment d'un ancien président de la République, de Nicolas Sarkozy. Alors donc Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison pour financement illégal de sa campagne électorale de 2012. Il fait appel de cette décision, donc elle n'est pas applicable. Vincent Couronne, alors après certains disent c'est trop, c'est pas assez, peu importe, mais c'est vrai que c'est plus que n'étaient les réquisitions et c'est la peine maximale. Oui, dans cette affaire, et de manière générale, en matière pénale, le juge a tout à fait la possibilité d'aller au-delà des réquisitions du parquet. C'est ce qu'il a fait ici en l'espèce, dans cette affaire, pour une raison simple, c'est le fait que, et comme le précise le jugement, de ce qu'en tout cas on en a lu dans la presse, c'est que Nicolas Sarkozy n'était pas un novice en politique et que donc il savait exactement comment fonctionnait le financement d'une campagne électorale et qu'il savait très bien, parce qu'il avait été alerté à plusieurs reprises, quels étaient les risques encourus. Et donc c'est cela qu'a voulu souligner le tribunal. Maintenant, Nicolas Sarkozy se défend en disant qu'il a été condamné 2 fois pour les mêmes faits et que c'est contraire au principe du droit pénal, etc. Parce qu'il avait déjà été, effectivement, subi une sanction de la Commission nationale des comptes de campagne
qu'il avait sanctionné, alors non, enfin, comment dire, à peu près pas exactement pour les mêmes faits, mais dans la même affaire en tout cas. Sauf que, en fait, ce sont deux sanctions qui n'ont pas le même objectif. La première sanction, c'est une sanction administrative qui a pour but de s'assurer du bon déroulement de la campagne. Il avait été condamné pour le dépassement du plafond. Et là, ici, cette sanction, c'est une sanction pénale pour réprimer une violation de la loi, notamment sur le système de financement de sa campagne. Et d'ailleurs, il dit ça, hein, Nicolas Sarkozy se plaint de ces deux sanctions, alors que c'est lui-même qui avait saisi le Conseil constitutionnel en 2019 et que c'est à cette occasion que le Conseil constitutionnel avait dit il n'y a pas de problème de double peine, en quelque sorte, hein, dans cette affaire. Donc là, on est dans une application très classique du droit pénal et sans démesure ni rien. En réalité, ce qui est nouveau ici, c'est la condamnation d'un ancien chef d'État pour ce motif, qui est pour le coup une première. Oui, c'est ça. Quand il dit c'est contraire à la décision du Conseil constitutionnel, vous dites non, c'est pas contraire à cette décision. Hein. Non, pas du tout, absolument pas. Cette condamnation, c'est pas la première fois qu'un président de la République, un ancien président de la République est condamné. Jacques Chirac l'avait été. Un an ferme, c'est quand même la première fois. Vous avez l'impression, vous êtes LR, donc vous avez l'impression qu'il y a un acharnement des juges ? Alors sur la question est-ce qu'il y a une justice politique ou non, je pense que c'est pas sur cette affaire qu'on va pouvoir illustrer cet exemple, en tout cas pas au mieux. Ça va plus être sur une affaire Fillon où il y a tout un calendrier judiciaire qui est bouleversé du jour au lendemain, en pleine élection présidentielle, où tous les médias mainstream commencent à vous mettre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'image du candidat accusé comme s'il était déjà condamné. Ça, c'est plus un acharnement politique et médiatique et judiciaire. Non, parce qu'on entend beaucoup chez les sarkozystes, il y a un acharnement des juges contre l'ancien président de la République. Mais je vais répondre, c'est que si un homme politique, quel qu'il soit, que ce soit Nicolas Sarkozy ou un autre, finance de manière illégale sa campagne, il doit être condamné comme n'importe qui financerait sa campagne illégalement. Ou comme serait un chef d'entreprise qui recourrait à des financements illégaux devrait être condamné également. La question, c'est pourquoi des aménagements de peine, par exemple en résidence surveillée ou autre, si un condamné pour le même fait autre que Nicolas Sarkozy n'aurait pas ces aménagements-là. Si la justice c'est la même pour tous, il n'y a pas à avoir d'aménagement ni de désavantage de handicap sur une condamnation. On applique la loi. Pierre-Luce, sur cette condamnation ? Je n'ai pas l'habitude de commenter, notamment en matière pénale. J'ai une totale confiance en la justice pour prendre les bonnes décisions, y compris les décisions d'aménagement de peine. Ça fait partie intégrante de la décision de justice. Moi, je soulignerais juste un peu l'hypocrisie d'une grande partie de la droite qui, pour beaucoup, on a vu plusieurs reprises des extraits où il demandait la fin des aménagements de peine, etc. Pas là. On va regarder justement Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand. Nicolas Sarkozy d'abord. Une peine prononcée doit être une peine exécutée. Et par conséquent, toute peine supérieure à 6 mois sera intégralement exécutée. Voilà la politique pénale que nous proposons. Et Xavier Bertrand aussi, il a été de son petit refrain. Toute personne condamnée à une peine, même légère, doit l'effectuer rapidement. Ça semble être une évidence, et pourtant. Voilà. C'est vrai qu'il y a deux discours. Il y a en effet un discours un peu pour les autres et un discours pour soi-même. Vous y voyez une contradiction, non, Quentin Desmains ? Moi, je suis content de voir qu'une justice dans un pays démocratique peut condamner un ancien président de la République pour des faits de délinquance politique, mais qui sont graves. On parle quand même de millions dans cette histoire-là. Donc moi, je peux être que très content de voir ça. Et je suis d'accord avec cette question de l'hypocrisie d'une partie de la classe politique. Ça ne lui fera pas forcément de mal d'aller en prison. Et ça peut rassurer les Français de se dire que le personnel politique est bien proche d'eux et que quand il faut, ils peuvent aller à la prison. Il n'y a pas d'impunité, même pour un président de la République. Alors après, la prison ne sera peut-être pas de la prison, ça peut être aussi une forme d'exécution de la peine qui est un peu différente. Salomé Trélu. Alors je peux comprendre que Nicolas Sarkozy soit déçu par cette peine au vu de la durée. Après, pour moi, les preuves sont vraiment irréfutables et je fais confiance à la justice pénale. Et
D'accord. Excusez-moi, il faut que je rebondisse sur l'hypocrisie, parce qu'en plus on a un responsable En Marche juste à côté. On peut noter exactement sous une forme différente les mêmes procédés sous la campagne d'Emmanuel Macron, où il y a eu des salles de meeting à moins 30, moins 50, parfois même à moins 100% du tarif pratiqué. Donc il y a eu il y a eu Une grosse différence, c'est que dans le cas, il y a une enquête, dans l'autre cas, il n'y en a pas. La commission des comptes de campagne n'a jamais relevé aucun problème. Déjà, je vous rappelle que les comptes de Nicolas Sarkozy avaient été rejetés. Ça a été démontré à plusieurs reprises. Il y a eu un enrôlement des personnes dans le secteur de l'événementiel qui ont fait des pressions sur leurs compères qui détenaient des salles pour faire les meetings et ils ont eu beaucoup moins cher que les autres candidats, comme si c'était une association. Cependant, c'était un parti politique en campagne qui était financé pour plus de la moitié de son budget de campagne par chèque de 7 500 €. Et Pierre-Luc a raison de rappeler qu'il n'y a pas eu de sanction. C'est mon voisin qui me l'a dit. Il y a des enquêtes journalistiques. Il suffit d'aller lire Marianne, il suffit d'aller lire Le Monde. Oui, il y a eu des enquêtes, mais il n'y a pas de condamnation. Non, il n'y a pas de condamnation. C'est quand même important. Il n'y aura sûrement pas de condamnation d'un président en exercice qui bénéficie d'une immunité. Non, c'est pas le problème. Il n'y a pas d'immunité pour les comptes de campagne. Pour ce qu'il fait quand il est président et pas en matière pénale. C'est-à-dire que si demain il tue quelqu'un, il va en prison. Oui, sauf que aujourd'hui, tant qu'il est président, il ne peut pas être condamné. Jean-Charles Lajoisie, sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il y a un acharnement des juges, à votre avis? J'ai pas entendu votre question. Est-ce qu'il y a un acharnement des juges contre Nicolas Sarkozy? Je pense que c'est au-delà de l'acharnement, ça relève de la vengeance. On sait très bien que Nicolas Sarkozy avait manqué de la plus élémentaire prudence en s'attaquant aux juges, en les traitant de petits pois. Ils n'ont jamais pardonné. On se souvient en plus de la magistrature, enfin du bureau avec le mur des cons. On se souvient de tout ça. Il est évident que, alors je m'étonne que Vincent Couronne trouve ça normal d'aller au-delà des réquisitions et que la peine soit la plus lourde et qu'il parle d'une justice tout à fait sereine. On sait très bien que les juges se sont payés l'ancien président. Alors, on ne discute peut-être pas une décision de justice. D'abord, il a fait appel, donc il n'est pas condamné, mais c'est quand même à l'évidence un acharnement. Les juges essayent de s'arroger un pouvoir au-delà du politique. Ça leur fait plaisir. Je ne vois pas en quoi la démocratie ressort gagnante de ça. Première chose. Mais l'autre réflexion que ça m'inspire, c'est... Ils ont ferme sous bracelet électronique pour financement illégal de... Ce qui m'épate un peu, c'est ce déchaînement de haine, mais même autour de ce plateau, on a l'impression que les gens sont presque orgasmiques, parce que Nicolas Sarkozy cristallise, je ne sais pas pourquoi, cette volonté. Alors que quand Bernard Tapie est condamné, on trouve ça très bien, on dit c'est merveilleux, et puis là on dit non, mais ça, on va quand même pas couper la tête de Nicolas Sarkozy. Il faut arrêter ce déchaînement de haine, que c'est inexplicable. Vincent Couronne, je passe à une autre question. On entend quand même, et il y a des propositions dans cette campagne électorale, une crainte de l'arrivée d'une république des juges, et il y a des propositions pour réduire les pouvoirs du Conseil constitutionnel ou de la Cour de justice européenne. Sur le fond, alors je ne veux pas vous demander précisément sur quelle ou quelle proposition, mais sur le fond, est-ce que vous craignez, vous, qui êtes juriste, une république des juges ? La notion de république ou de gouvernement des juges, c'est une notion ancienne qui en réalité remonte en France au début du XXe siècle, quand on observait la Cour suprême américaine commencer à défendre notamment les droits civiques. Et c'est là que beaucoup de Français se sont inquiétés de ce que les juges pouvaient sortir de leur rôle en défendant les libertés ou les droits fondamentaux. C'est de là que vient en fait la question du risque de gouvernement des juges. Aujourd'hui, on ne conteste plus au juge sa capacité à protéger les libertés. C'est même aujourd'hui devenu le pivot de ces libertés. Et tout notre état de droit s'est en fait construit autour de ça. C'est-à-dire que dans un système de séparation des pouvoirs, souvenez-vous Montesquieu qui disait « il faut que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il faut donc que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Il identifiait 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Aujourd'hui, le législatif et l'exécutif avancent tellement de concert, tellement en commun, qu'il n'y a plus vraiment de séparation entre exécutif et législatif. Quel est le dernier pouvoir qui reste en réalité pour
éviter l'arbitraire, éviter la toute-puissance de l'exécutif ou du législatif, c'est le juge. Donc avant en fait de réfléchir, selon moi en tout cas, à raboter les pouvoirs du juge, peut-être faudrait-il remettre un peu de séparation entre l'exécutif et le législatif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pourquoi pas raboter les pouvoirs du juge? Pourquoi pas dire au juge, vous n'intervenez pas dans le politique à un niveau présidentiel, etc. Ce qui est déjà un petit peu le cas avec l'immunité du président, une irresponsabilité pénale partielle du président, mais souvenons-nous de toutes ces affaires qui ont émaillé la 3e, la 4e et même la 5e République, des affaires criminelles parfois, et qui n'ont jamais pu être jugées parce que justement les juges n'avaient pas ce pouvoir-là. Veut-on revenir aux crimes crapuleux, politiques que l'on avait connus jusqu'aux années 80, voire même 90 ? Je suis pas sûr que la démocratie en grandirait. Quant à accuser les juges de trop s'immiscer dans le pouvoir politique et d'en faire des affaires personnelles, en réalité, il faut peut-être demander aux politiques d'être plus exemplaires. Comme ça, au moins, les juges ne s'intéresseront pas à eux. Et c'est peut-être la solution. C'est vrai que c'est une bonne solution, en réalité. Mais c'est vrai que c'est peut-être une justice, j'emploie les mots tels qu'ils sont, mais une justice du monde actuel, du nouveau monde, qui juge aussi des pratiques de l'ancien monde. Vous avez raison de rappeler que, voilà, il y a eu une période où il n'y avait aucun contrôle, où tout était possible et où personne n'essayait de contrôler les comptes de campagne. C'est vrai que même le financement des partis politiques, enfin, c'était une longue lutte pour la réglementer. Alors, on va peut-être passer au deuxième sujet de la politique, c'est le casse-tête Zemmour. Alors, on voit que des sondages le donnent comme en tête des candidats de droite, devant Xavier Bertrand, devant Valérie Pécresse, si c'était Valérie Pécresse, devant Barnier, si c'était Barnier, et juste étalonnant Marine Le Pen. Ce qui fait que si on ajoute d'ailleurs Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils sont dit, en gros, c'est une droite extrême, ça fait 31% quand même des Français qui voteraient pour ce conglomérat de droite forte, en tout cas. Ça vous inquiète pas, Pierre Luce ? Déjà, je pense que l'algorithmique Zemmour plus Le Pen, c'est se méprendre sur les électorats de chacun. Je ne suis pas certain que l'électorat de Marine Le Pen soit fan d'Éric Zemmour dans son intégralité et inversement. C'est quand même quand on lit ce que propose Zemmour, c'est quand même une droite très affirmée. Ah, c'est une droite très affirmée, c'est même de l'extrême droite. D'accord, on peut dire extrême droite. On peut le dire sans problème, mais on voit bien qu'Éric Zemmour prend aussi l'électorat de la droite plus traditionnelle. Et il prend une part d'électorat de la droite traditionnelle, oui. Vous savez, déjà... C'est les sondages, on est à 6 mois d'élections présidentielles, donc il peut se passer beaucoup de choses. Oui, ça peut être une bulle qui peut éclater. Et il ne m'inquiète pas plus que n'importe quel autre candidat qui, à l'heure actuelle, en tout cas, avec les autres candidats de la droite, se bagarre au final, pour être le candidat de la droite, puisque on voit à quel point une partie aussi des fédérations LR s'acoquine avec Éric Zemmour, l'accueil, comme c'était à Lille, je crois, ce week-end, était accueilli à bras ouverts à la permanence LR locale. On se bat depuis... moi, je fais la politique depuis 2016. Et Éric Zemmour représente à peu près tous ceux contre quoi je me bats et pourquoi je me suis engagé en politique. C'est une personne qui joue avec la vérité, qui ment, qui fait passer ses discours pour des discours de prof d'histoire, alors qu'il s'est juste d'embobiner tout le monde en racontant n'importe quoi. Et ça s'entend, ses propos sont racistes. Il va manifester avec la droite homophobe en Hongrie. Enfin, c'est absolument c'est pas du tout 2021, quoi. C'est à la rigueur, c'est 1921, mais c'est pas 2021. On entend bien ce discours, mais quand même, il est aujourd'hui à 15%. Alors, les sondages sont ce qu'ils sont, et vous avez raison de rappeler qu'on est encore à 6 mois des présidentielles et que tout peut évoluer, mais il est quand même le symptôme de quelque chose. Le symptôme d'une droite qui a lentement dérivé vers l'extrême droite depuis des années et qui échappe maintenant au LR, parce qu'ils ont jonglé et ils sont en train de gens qui se disent, et il y a une partie importante peut-être des Français qui se disent, on ne reconnaît plus le pays dans lequel on vit. C'est peut-être ça. Nelson ? Alors, je suis content de savoir qu'il ne vous fait pas peur. En tout cas, il fait peur à vos supérieurs. C'est déjà une bonne nouvelle. Alors, Éric Zemmour,
il se définit pas comme un prof d'histoire, ça c'est encore une contre-vérité. Éric Zemmour Si, dit si, très bien si, qu'il n'est si, pas non, historien. non, Il réaffirme à chaque fois qu'il n'est pas historien, Éric Zemmour. Non, mais il dit qu'il adore l'histoire et que tout son discours est fondé sur l'histoire, sur une vision de l'histoire de France. Oui, il a une vision de l'histoire de France. Ça, c'est ce qu'il revendique, c'est qu'il a une vision de l'histoire de France. Ensuite, Éric Zemmour, alors le mot extrême droite a été lâché. J'aimerais bien qu'on sache ce qu'on entend par extrême droite. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir quelles sont les conditions pour être d'extrême droite et comment on est rangé dans ces conditions-là et de quelle manière il les remplit. Alors, on a entendu encore quelque chose d'assez impressionnant pour un parti extrêmement pro-européiste et fédéraliste européen tel qu'En Marche sur la visite d'Éric Zemmour en Hongrie. Alors, il faut savoir que la Hongrie, elle doit toucher des crédits européens, mais vu qu'elle souhaite organiser un référendum sur la question des interventions des personnes qui déconstruisent le genre et qui mettent dès l'école primaire la cause LGBT à l'école, et ben la Hongrie subit des chantages au crédit européen de cette manière-là. Et Clément Beaune, qui est secrétaire d'État en charge des affaires européennes sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, se réjouit de cela et dit que l'Union européenne doit combattre les idées de la Hongrie. C'est pas bien que l'Europe ait une certaine vision de la société. Très fier que l'Union européenne, qui est une alliance économique et entre États... Elle a bien le droit d'avoir une vision de ce que peut être la société, de ce que peuvent être les droits des uns et des autres, mais l'Europe. Là, on ne resserre pas les liens entre... On n'est pas dans l'Europe pour faire ce qu'on veut, n'importe quoi. Du chantage au crédit européen sur des questions idéologiques dans les pays, ce n'est pas resserrer les liens entre les nations, c'est resserrer les liens des chaînes à une institution. Vincent Couronne va vous répondre là-dessus, mais peut-être Quentin Desmaires, oui. Alors, très rapidement, alors, juste un petit commentaire sur ce qui vient d'être dit. Je suis peut-être assez critique sur l'Union européenne, mais autant sur des valeurs fondamentales, on peut quand même pas négocier sur certaines choses. On parle d'enfants, c'est négociable. Oui, mais on parle aussi de gros groupes homophobes et qui détestent les LGBT et qui pensent et qui voient des LGBT partout, qui pensent qu'on va transformer les enfants comme si on transformait les enfants en gays ou en lesbiennes. On est gay, on est lesbien. Donc trouver que des enfants puissent, quand ils découvrent leur sexualité, se rendre compte que c'est normal et qu'ils ont le droit de vivre comme ils sont et qu'en fait c'est la nature, c'est quand même mieux que d'être dans une société, dans une vieille tradition catholique qui est très réactionnaire, il faut le dire, et d'empêcher des gens de vivre heureux comme ils sont. Non, mais on parle de changement de genre pour des enfants en primaire avec des hormones qui détruisent leur santé, mais à part ça, tout va bien. Au final, on posait la question de pourquoi on dit Éric Zemmour d'extrême droite. Je pense que la meilleure définition, elle est donnée par ses propres partisans. Oui. Je ne suis pas partisan d'Éric Zemmour. Merci d'une contre-vérité supplémentaire. Comment vous expliquez ce phénomène-là, justement? On le voit bien autour de la table, vraiment, Éric Zemmour, il définit un clivage français qui est particulièrement intéressant à essayer de comprendre. Il étaye plein de propos différents et on a du mal vraiment à comprendre le fond de sa pensée. On peut dire qu'il est d'extrême droite, mais on a du mal à comprendre réellement ses propositions pour la France et leurs fondements. Mais pour moi... ça, on comprend assez. C'est quand même une vision un peu nostalgique d'une société qui aurait été très unie il y a quelques années. Alors, c'est sans doute un mythe français qui développe. Mais enfin, voilà, c'est ça. Son idée, c'est qu'il y a eu une immigration qui est arrivée, qui s'assimilait, qu'aujourd'hui, cette assimilation n'est plus possible. Et il est, favorable à l'assimilation. Et si les immigrés n'arrivent pas à s'assimiler, il veut les renvoyer. Je crois que c'est... Non, c'est assez simple à comprendre. Je trouve que ça manque un peu de projet sur le long terme pour la France. Oui. Et par rapport au statut de l'État actuellement, j'ai du mal à voir comment son projet pourrait être compatible avec l'État français sur le court terme. Néanmoins, on voit bien que Éric Zemmour galvanise vraiment tout l'électorat politique. Il est au centre des débats. C'est ça il a réussi ça, ce qui est assez formidable. Non ? Oui. Enfin, de ce point de vue, Quentin ? Oui, je veux quand même parler d'un rôle important dans les débats politiques, c'est le rôle des médias. Oui. Et moi, je suis quand même assez étonné de voir qu'en fait, dès qu'il lève la main, dès qu'il fait quelque chose, tous les médias s'enchaînent. Absolument. Et moi, on connaît la situation aujourd'hui en France, quand même le taux de pauvreté qu'on a en France, les difficultés qu'on a dans le monde du travail. Et moi, je ne peux pas avoir, en dehors de l'esprit, l'impression qu'il y a aussi une envie de détourner un petit peu le débat des questions sociales sur des questions identitaires pour justement alimenter la droite et l'extrême droite, qui peut d'ailleurs être favorable à M. Macron, puisque du coup, ça lui permet d'avoir un débat très simple entre lui et l'extrême droite qu'il ne faut pas toucher. Donc lui, je pense qu'il serait, un Macron-Le Pen ou un Macron-Zemmour, je pense qu'il serait content de se dire, je peux redemander aux gens de faire barrage et je peux être quasiment sûr d'être réélu.
et c'est quand même plus facile, c'est toujours facile d'être plus à gauche qu'un Le Pen ou qu'un Zemmour. Donc moi j'ai envie d'inviter les médias un petit peu parler des vrais problèmes des gens, de parler des vrais soucis, des questions de salaire, encore une fois, des questions de conditions de travail, des questions d'éloignement du service public. Du débat médiatique. Oui, mais il y est mis par des personnes, il y est mis par des médias qui se disent tiens, ça c'est bien, ça, il fait vendre des choses. Ça intéresse les gens. Il parle beaucoup, il fait des grandes polémiques, mais il faudrait un peu mettre la raison dans les débats politiques, un peu plus de raison, un peu plus des vraies questions qui touchent les gens. Et quand on parle avec les gens directement, c'est pas d'identité qui parle avant tout. Ils parlent de leur logement qui est mal isolé, ils parlent de leur salaire qui est trop bas, ils parlent de. Oui, mais enfin, vous avez quand même 15% pour l'instant, ce qui est quand même énorme. Parce que quand on a une colère. Alors que les candidats de gauche, je suis désolé, mais le leader de votre parti est à combien? Mais ça, c'est un autre débat, c'est une question de sondage. On a encore 6 mois, la campagne n'est pas encore faite. Mais encore enfin, il est à 2,5 pour l'instant. Vous êtes en colère. Vous êtes en colère, vous voyez dans les médias, on vous montre celui-là comme étant celui qui incarne l'alternative à Macron. Vous vous dites, ah bah moi je suis énervé, on me montre ce gars-là, j'ai pas forcément le temps de regarder le reste du panorama politique. Qu'est-ce que je fais? Je vais voter pour lui, en tout cas je dis que je vais voter pour lui, et c'est aussi une machine qui s'entretient elle-même au final. Jean-Charles Lajoigny? Écoutez, je suis un peu saisi parce que, encore une fois, c'est toujours très facile de se débarrasser de quelque chose avec cette étiquette infamante. Il est d'extrême droite et puis ça y est, la messe est dite, on passe à autre chose. Il n'est pas de gauche, quoi. Non, mais il y a 2 minutes, il y a quelques minutes, nous parlions d'une France un peu coupée en deux, un peu la France rurale, la France des villes, etc. Et je vois même notre ami du Parti communiste qui pense qu'on peut résoudre la problématique d'Éric Zemmour en parlant de LGBT. Alors, je suis ravi que le sujet des LGBT soit quelque chose d'important, mais si c'est ça, attaquer Zemmour uniquement, je pense que les 2 tiers de la France se contrefichent pour l'instant de la problématique LGBT. Non, c'est pas, pardon, c'est pas ça. C'était son voyage, c'était son voyage chez Orban, qui était. Oui, mais on est d'accord. Mais c'était pas la question des LGBT. C'est pas du tout ce qu'il y a de plus important. Et ça me paraît tellement réducteur. Je vous dis encore une fois, faisons une émission un jour sur les LGBT, ce sera passionnant. Mais mais c'est important. Non, pardon, je suis désolé, c'est important la vision de l'Europe que vous pouvez avoir. Est-ce que, en effet, on peut laisser des gens comme Orban dire ce qu'ils veulent et rester dans l'Europe ou pas? C'est quand même un débat essentiel. Mais ce n'est pas le débat qui intéresse les Français. Les Français, pour l'instant, c'est pas l'avenir des LGBT et l'avenir de Viktor Orban qui les intéresse. Et c'est ça le décrochement. C'est le soutien à Orban qui est important. Non, mais après on s'étonne que Zemmour fasse 15%, mais il fera peut-être 18%. Toujours nier les problèmes et c'est absolument insensé. Ce qui est probable, c'est qu'il entraîne avec lui des gens qui se disent, en effet, il y a des quartiers abandonnés de la République. Je crois que c'est ça, le fond de son électorat. Et surtout qu'ils se disent que Le Pen ne peut plus gagner, tout simplement. Et déjà, en plus, voilà, et que Le Pen est nul et que ne sera pas. C'est sans doute la raison la plus marquante. Vincent Couronne. Oula, il y aurait, je pense, beaucoup de choses à dire à la suite de tout ce qui a été dit. Oui, vous allez peut-être faire le point quand même. Mais c'est passionnant tous ces échanges. Moi, j'aime beaucoup vous voir échanger, nous voir échanger tous sur ces questions-là, très diverses, avec des positions très diverses aussi, très différentes. Simplement, en fait, je pense que ce qui fait notre unité et ce qui fait le lien entre nous tous, c'est malgré tout notre attachement à la démocratie, notre attachement aussi à l'état de droit et à la défense des libertés. Et c'est en ça que le rapprochement entre Zemmour et Viktor Orban est quand même un sujet d'actualité. Alors je m'inscris en faux avec ce que dit Jean-Charles sur le sujet. Je pense que c'est quand même un sujet fondamental dans la politique aujourd'hui parce que ça montre en fait l'émergence en Europe de ce qu'on appelle l'illibéralisme, cher à Viktor Orban et au gouvernement polonais, en tout cas la majorité actuelle en Pologne, et un nouveau clivage en fait en Europe entre les progressistes, c'est un petit peu ce que Macron a en quelque sorte théorisé il y a déjà quelques années, et non pas des réactionnaires, mais ce qu'on appellerait des illibéraux, c'est-à-dire des responsables politiques qui vont en marche arrière sur la question des libertés. Pourquoi est-ce qu'au niveau européen c'est important ? Et pourquoi est-ce que l'Europe peut intervenir sur ces sujets-là ? Parce qu'en 2007, dans le traité de Lisbonne, tous
les États membres de l'Union européenne, à l'unanimité, ont inscrit un article dans le traité de Lisbonne, article 7 du traité sur l'Union européenne, qui donne le pouvoir à l'Union européenne d'intervenir sur ces sujets des valeurs, de l'état de droit, des libertés. Le Parlement européen, qui représente les citoyens de l'Union européenne, les 450 millions de citoyens de l'Union, le Parlement européen démocratiquement élu en 2019, a rendu une résolution qu'il a adoptée donc il y a quelques mois tout juste, demandant à la Commission européenne d'intervenir en Pologne et en Hongrie sur la question des libertés. On a ici donc une double légitimité, celle des États et celle du peuple européen en quelque sorte, pour intervenir sur le sujet des droits fondamentaux. Donc on ne peut pas dire vraiment après ça que l'Union européenne qui fait du chantage au financement en Hongrie, eh bien c'est soit pas démocratique ou contraire à la volonté des nations, etc. C'est complètement faux. Ça va dans le sens de ce que veulent les nations et ça va dans le sens de ce que veulent les peuples européens. Et enfin, dernier élément, et après j'arrête. Est-ce qu'on crie au chantage de l'État lorsque, contre des subventions octroyées aux régions, aux départements ou aux communes, il leur impose une transition énergétique, il leur impose une politique sociale et ainsi de suite? Jamais. C'est la même chose ici. Merci de ces précisions. On arrive malheureusement à la fin de l'émission. Je suis désolé parce que je voulais qu'on parle de LREM. Et de cette, mais on va en reparler, on va revenir. En gros, je voudrais quand même revenir sur cette coupure droite-gauche contre laquelle Emmanuel Macron a agi et contre laquelle il s'est fait élire d'ailleurs en 2017. Est-ce qu'elle est toujours structurante pour vous? Enfin, de dire, est-ce que c'est toujours structurant de dire on est et de droite et de gauche? Depuis 2016, toute l'idée est justement de ne pas s'arrêter à cette fissure. C'est plus une fracture en fait, puisqu'on voit très bien que autant à gauche qu'à droite, il y a des vents contraires et qu'on peut très bien, et on l'a montré depuis 5 ans, proposer un projet politique qui tire aussi bien des idées traditionnellement défendues par la gauche et d'autres traditionnellement défendues par la droite. Est-ce que l'idée d'un grand parti central, elle est le principe même du centrisme, c'est d'admettre qu'il y a une gauche et une droite et on en tire le meilleur de chaque côté. Et j'en veux pour preuve que depuis 5 ans, les gens de gauche nous traitent de vilains de droite et les gens de droite nous traitent de vilains de gauche. Ce qui, il n'y a pas eu une droitisation? Moi, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Quand on défend la PMA pour toutes, ce n'est pas une droitisation du projet de société. Quand on réduit les impôts sur le revenu, quand on réduit la taxe d'habitation, quand on assiste à la transition écologique en finançant la rénovation des bâtiments et des bâtiments publics, c'est de gauche, c'est de droite, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. En tout cas, on reprendra. Je vous propose de revenir dans une quinzaine de jours. On va, si vous êtes d'accord, on va continuer ces débats. C'était passionnant. Merci infiniment. Merci à tous. Merci. Et à très vite. Alors, la semaine prochaine, émission spéciale sur la politique et la religion, et puis les débats sur l'actualité dans une quinzaine de jours. Merci à tous.